Voilà, merci à tous de participer à ce webinaire sur le thème du Japon en 2050, à horizon 2050, et le cap vers la neutralité carbone. Ce thème est très très important par rapport aux directives du gouvernement japonais, puisque depuis le 26 octobre 2020, le Japon s'est engagé vers la voie de la neutralité carbone pour 2050. Le Japon est le 5e émetteur de CO2 au niveau mondial. Et donc, nous allons balayer avec vous aujourd'hui les sujets et les enjeux autour de l'énergie, l'aéronautique, la mobilité, l'agriculture, la santé et le digital. Avec moi aujourd'hui, des speakers de talent. Donc Stéphane Ledu, qui est Project Manager au sein de l'Union européenne, European Japan Center, voilà, spécialisé sur le climat. Léo Bourdon, qui est conseiller export à la CCI France-Japon. Moi-même, et Olivier Chazal, qui fait partie du club ADEME International. Le déroulement de notre webinaire va être cadencé de la façon suivante. Nous allons d'abord faire des présentations. Donc, tout d'abord, Stéphane Ledu sur 2021 avec les nouvelles directives japonaises vers la neutralité carbone. La CCI va faire un focus sur les différents secteurs. L'ADEME va présenter sa relation et ses actions avec la NEDO et le Japon. Puis nous finirons par vous présenter le programme d'accompagnement des entreprises françaises sur 2021, notamment autour de ce sujet clé pour le Japon. Une session de questions-réponses aura lieu à la fin. Vous êtes invités à poser vos questions tout au long de la session et nous les piocherons dans le chat en fin de réunion. Donc, je donne la parole maintenant à Stéphane pour la partie assez panoramique des directions du Japon vers la neutralité carbone en 2050. Merci Ophélia, bonjour à tous. Je travaille au Japon depuis 2016 sur les questions de climat, d'énergie, d'environnement et depuis l'année dernière au sein du EU Japan Center for Industrial Cooperation. Et je vais vous présenter aujourd'hui la date, hasard du calendrier, correspond au 10e anniversaire, triste anniversaire de la catastrophe du tsunami et du séisme qui ont frappé le Tohoku et engendré la catastrophe nucléaire de Fukushima il y a 10 ans donc. Et on est aujourd'hui à l'aube d'une nouvelle direction pour le Japon sur la neutralité carbone, comme Ophélia vient de l'indiquer. Diapo suivante. Je vais commencer par un bref panorama de la situation actuelle. Le mix énergétique du Japon en 2019, dernier chiffre disponible, c'est au milieu sur ma diapo, est finalement assez proche de celui de 2010, juste avant la catastrophe. La différence près que le nucléaire présente aujourd'hui une part beaucoup plus faible, puisque les centrales ont toutes été arrêtées et redémarrent avec difficulté. Donc on a aujourd'hui un mix énergétique largement dominé par les énergies fossiles et une cible 2030 fixée en 2014, renouvelée en 2018, qui est également très largement dominée par les énergies fossiles, avec 3/4 de charbon, pétrole et gaz. Diapo suivante. Ce mix énergétique très carboné est on va dire, aligné avec la cible japonaise au titre de l'accord de Paris, qui est relativement peu ambitieuse, avec une ambition de réduction de 18% des émissions de CO2 d'ici 2030 par rapport à 1990. À titre de comparaison, la cible européenne est de moins 55%. Donc, on est sur une ambition très, très modeste pour le Japon pour le moment. Diapo suivante. C'est la situation actuelle et qui prévalait jusqu'à, je dirais, il y a quelques mois. Et on est en transformation actuellement, puisque, comme Ophélia l'a indiqué dans l'introduction, le Premier ministre Suga, fraîchement arrivé en poste en octobre l'année dernière, a annoncé un nouveau cap pour le Japon, qui est celui de la neutralité carbone pour 2050. Avant cette annonce, le Japon visait la neutralité carbone au plus tôt dans la deuxième moitié du siècle, donc entre 2051 et 2100. On a maintenant un cap très clair sur 2050 qui est le même que celui de l'Europe et d'autres pays industrialisés. Diapo suivante. Suite à cette annonce du Premier ministre, on a vu déferler une vague d'annonces
d'industriels, de banques, d'autres ministres, comme le ministre de l'Environnement, le ministre de l'Industrie, des entreprises de tout secteur, de la sidérurgie, de l'automobile, de l'électronique, de l'immobilier. On a vraiment eu un raz-de-marée d'annonces et ça continue encore sur les derniers mois. Et comment dire, une dynamique qui s'est réellement mise en place autour de cet objectif maintenant partagé de neutralité carbone 2050. C'est quelque chose de très nouveau et très marquant et qui n'existait pas il y a ne serait-ce qu'il y a encore un an. Diapo suivante. Parmi ces annonces, une des plus structurantes est celle qui a été faite en décembre 2020 par le ministère de l'Industrie et de l'Économie, qui est également en charge de l'énergie au Japon, qui est celle de la stratégie pour la croissance verte, une stratégie qui vise à accompagner cet objectif 2050 de neutralité carbone avec donc 14 champs prioritaires qui ont été identifiés dans les domaines de l'énergie, du transport, de l'industrie et du secteur résidentiel et tertiaire. Des cibles fixées, des cibles clés pour les énergies renouvelables, l'hydrogène, les transports bas carbone, etc. Et également l'annonce d'une série de réformes et de mesures à venir pour soutenir la mise en œuvre opérationnelle de cette stratégie avec notamment des subventions, des mécanismes incitatifs par les taxes ou encore la coopération internationale. Diapo suivante. Le Japon espère évidemment que cette stratégie, comme son nom l'indique, croissance verte, contribue à la fois à réduire les émissions de CO2, mais également à soutenir la croissance du pays, avec des effets attendus sur l'économie japonaise en 2030 et 2050 de 700 millions d'euros de croissance annuelle d'ici 10 ans et 1,5 milliard d'euros annuels d'ici 2050. Je vais passer très rapidement sur ces diapositives puisque Ophélia et Léo vont revenir dessus. Donc, les 14 champs prioritaires qui ont été identifiés dans la stratégie de croissance verte sont rassemblés dans 3 familles: énergie, diapo suivante, industrie et transport, diapo suivante, et secteur résidentiel et tertiaire. Je passe très vite. Quelques exemples de cibles clés qui sont déjà fixées dans cette stratégie. Ce n'est pas exhaustif, d'une part parce que certaines cibles ne sont pas encore fixées et d'autre part parce que j'ai simplement choisi ici quelques exemples. Le premier, c'est la cible qui a été fixée sur l'éolien en mer, qui sera un pilier structurant pour l'atteinte par le Japon de sa cible sur les énergies renouvelables. Le Japon rehausse très significativement son ambition sur l'éolien en mer, qui jusqu'à présent était très modeste, avec désormais l'objectif d'atteindre 45 gigawatts installés d'ici 2040. Autre action clé qui a été annoncée récemment, qui fait partie de ces nouvelles stratégies, c'est l'interdiction d'ici 2035 de la vente de nouveaux véhicules exclusivement thermiques. Les véhicules hydrogène, les véhicules hybrides, les véhicules à batterie électrique seront autorisés, mais les véhicules exclusivement thermiques seront désormais interdits au Japon pour les ventes de neufs. Des cibles sont également fixées dans le secteur de la construction avec l'objectif de zéro émission pour les nouveaux bâtiments à partir de 2030 et une cible également de net zéro émission pour le secteur agricole d'ici 2050. Ces objectifs et les secteurs visés par la stratégie vont être soutenus à travers différentes mesures de politique publique. Quelques exemples également ici, des mesures de financement avec un fonds de 2 trillions de yens qui a été annoncé, ça correspond à 16 milliards d'euros, visant à soutenir sur 10 ans des projets de R&D, des démonstrateurs d'innovation verte. Et l'objectif pour ces 2 trillions de yens d'argent public de déclencher 15 trillions de yens d'investissement privé, avec un effet de levier. Diapo suivante. Parmi les mesures également emblématiques de cette nouvelle stratégie, un cap a été fixé pour l'horizon 2050 pour le mix électrique. Ça, c'est nouveau, puisque pour le moment, il n'y avait pas de cap très clair sur la vision 2050 sur le mix électrique. Donc, on a désormais une cible de long terme de 50-60% renouvelable. Donc, c'est vraiment la source majoritaire pour la production d'électricité
en 2050, 30 à 40% de thermique et nucléaire et 10% d'hydrogène et ammoniac, dont on ne sait pas très bien comment ils seront produits. C'est un peu la zone d'ombre sur ce mix électrique, puisque cet hydrogène et ammoniac vont être produits par l'une ou l'autre des deux autres sources, renouvelables ou thermique et nucléaire. Autre mesure annoncée, la mise en place de systèmes de tarification du carbone, avec des discussions qui ont commencé dès décembre entre le ministère de l'économie, de l'industrie et le ministère de l'environnement. C'est un sujet qui traîne depuis des années au Japon, qui est un thème de discorde entre ces deux ministères et sur lequel aucun consensus n'a jusqu'à présent pu être atteint. On a maintenant une instruction très claire du Premier ministre de parvenir en 2021 à des annonces concrètes sur un dispositif. Diapo suivante. Également, un levier important, un pilier important de la stratégie japonaise est la mobilisation des villes, des préfectures qui sont de plus en plus actives, avec notamment un accompagnement personnel par le ministre de l'Environnement depuis 1 an, qui appelle les maires, qui appelle les préfets de région pour leur demander de s'engager. Certaines l'avaient également fait avant que le gouvernement ne pousse, comme Kyoto, Yokohama, Tokyo. La nouvelle mesure annoncée par le ministre de l'Environnement en janvier est l'établissement de régions qui sont à l'avant-garde de la décarbonisation au Japon. Donc, quelques régions qui vont être sélectionnées, établies d'ici 5 ans. Elles bénéficieront de mesures spéciales, mesures fiscales, par exemple, pour attirer les investissements dans des projets bas carbone. Et l'idée est d'utiliser ensuite ces quelques régions ou villes qui seront à l'avant-garde pour créer un effet domino sur le reste des régions du Japon. Quelques zones grises ou faiblesses, ça c'est mon avis personnel sur ce plan. L'hydrogène revient souvent dans la stratégie japonaise, malheureusement pas encore forcément de façon très corrélée à la production d'énergie renouvelable. Le Japon investit encore beaucoup dans des projets de production d'hydrogène à partir d'énergie fossile. Il n'y a pas encore de plan très clair sur un soutien massif à l'hydrogène renouvelable. Peut-être que ça va venir. Et également une idée très répandue, y compris un peu au niveau politique, l'hydrogène est forcément propre, ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement. Tout dépend de la façon dont le produit. Deuxième point faible à mon avis de cette stratégie, c'est un focus très important sur l'électricité. Ça c'est un problème récurrent au Japon depuis des années. On parle exclusivement lorsqu'on regarde les cibles sur les énergies renouvelables, on parle exclusivement de production électrique. Or, l'électricité représente environ 1/3 de la consommation d'énergie au Japon. Donc, on a 2/3 en fait, du problème qui n'est pas traité. Le Japon peut, en se concentrant exclusivement sur l'électricité, rater des opportunités de développer la chaleur et le froid renouvelable ou le gaz renouvelable comme on le fait en Europe et en France. Et également, une faiblesse, c'est cette prise de conscience et cette accélération du Japon arrive un peu tardivement par rapport à pas mal de pays industrialisés, notamment au sein de l'Union européenne, avec environ 5 à 10 ans de retard dans la conception des politiques publiques, les outils d'accompagnement qui sont mis en œuvre, encore un soutien fort sur les centrales à charbon, une chose que la plupart des pays industrialisés ont maintenant abandonné. Pas encore de mécanisme de tarification du carbone structuré, c'est en réflexion, mais ce n'est pas encore en place. Et puis, pas encore de politique très, très structurée sur les économies d'énergie dans les bâtiments. Donc, il y a un très, très gros retard par rapport à l'Europe sur ce secteur. Cette nouvelle dynamique et ces faiblesses ou ces retards constituent, à mon sens, des opportunités pour les entreprises étrangères, et notamment françaises, puisque le Japon ne peut pas réaliser cette ambition seul. D'une part, parce qu'il a pris du retard, d'autre part, parce que, quel que soit le pays, il faut de toute façon un travail en partenariat pour atteindre les objectifs climat. Donc, le Japon aura besoin de partenaires pour réaliser ces objectifs, à la fois pour des projets au Japon, dans des secteurs comme l'éolien en mer, l'hydrogène propre, la mobilité bas carbone, mais également pour des projets en pays tiers, en Afrique, en Asie du Sud-Est, etc., dans les énergies renouvelables, dans la vie durable. Il y a beaucoup d'exemples qui existent déjà, et notamment beaucoup d'exemples appliquant des entreprises françaises, et il y a encore de la place pour faire beaucoup plus. Je vous remercie pour votre attention. Une dernière diapo que je ne vais pas balayer, vous l'aurez dans l'enregistrement sur le EU Japan Center for Industrial Cooperation. Nous travaillons à l'interface entre l'Union européenne et le Japon et soutenons les
les coopérations entre les entreprises des deux pays, sur tout un tas de secteurs, dont ceux liés au climat. Je vous remercie pour votre attention. Sur la dernière diapositive, vous avez mon contact LinkedIn si vous souhaitez me joindre pour plus de questions sur les sujets, plus d'informations sur les sujets que j'ai évoqués. Puis on aura également un temps d'échange un peu plus tard dans le webinaire. Merci beaucoup. Merci à toi, Stéphane. Nous allons maintenant enchaîner sur la présentation des différents secteurs d'activité un petit peu plus en détail. Donc, nous allons balayer l'énergie, l'aéronautique, l'agriculture, la mobilité, la santé et le digital. Je laisse la parole à Léo sur l'énergie. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, abordons dans un premier temps le secteur de l'énergie, qui est prioritaire pour le gouvernement japonais. Prioritaire puisque bien qu'une réduction des émissions de CO2 de 24% ait été effectuée entre 2013 et 2018, le secteur représente encore aujourd'hui la moitié des émissions du Japon. D'ici 2050, les besoins en électricité du Japon devraient augmenter de 30 à 50% pour répondre à la demande de l'industrie, des transports et des ménages. Et par anticipation, d'ici cet horizon, le Japon a ainsi l'objectif de basculer de 50 à 60% d'énergie renouvelable dans son mix énergétique. L'hydrogène et l'ammoniac couvriraient 10% et l'énergie nucléaire ainsi que les centrales électriques thermiques les 30 à 40% restants. En parallèle, le Japon souhaite réduire sa dépendance à l'énergie nucléaire tout en maximisant l'utilisation de ses centrales existantes, en développant notamment des réacteurs de nouvelle génération plus sécurisés et plus propres. Le Japon est néanmoins extrêmement faible en ressources naturelles et dépend véritablement des importations. On peut passer à la slide suivante. Comme illustre le ministère de l'économie japonais sur la partie gauche de l'écran, le Japon souhaite, en plus de modifier son mix énergétique, réduire sa consommation totale d'ici 2030. Avec la récente création d'un fonds vert de plus de 16 milliards d'euros dédié à soutenir la recherche dans la transition écologique, de nombreuses opportunités sont ainsi aujourd'hui à saisir dans les domaines de l'hydrogène, le fer de lance du changement énergétique japonais. En témoigne la turbine à gaz M501 JAC de Mitsubishi Heavy Industries, une de ces innovations phares de 2020. Il s'agit d'une turbine capable d'être alimentée à 30% par hydrogène et qui pourra d'ici quelques années être convertie pour fonctionner à 100% à l'hydrogène. Le Japon veut faire augmenter sa consommation annuelle d'hydrogène jusqu'à atteindre 3 millions de tonnes d'ici 2030 et 20 millions de tonnes d'ici 2050. Cette hausse de la consommation sera corrélée à une réduction de son coût qui baissera à 23 centimes d'euros par mètre cubique normal d'ici 2030 et 16 centimes d'ici 2050, notamment dans les secteurs majeurs comme les transports ou la production d'électricité. On trouve également de nombreuses opportunités dans l'éolien, offshore particulièrement, où le Japon entend profiter de son large espace maritime. Le Japon va ainsi augmenter à 10 gigawatts sa capacité éolienne offshore d'ici 2030 et jusqu'à 45 gigawatts d'ici 2040. Entre-temps, le coût du kilowattheure sera abaissé à 6 centimes d'euros d'ici 10 à 15 ans. Le photovoltaïque également. Aujourd'hui, de très grands groupes japonais comme SoftBank ou français comme Total investissent massivement dans des parcs solaires à travers l'ensemble du pays. Et enfin, la biomasse, pour laquelle le gouvernement japonais souhaite doubler le marché et l'usage d'ici 2030. Je vais maintenant vous parler de l'industrie aéronautique. Donc, souvent considérée comme étant la principale source de pollution de nos sociétés, le secteur aéronautique ne pèse en réalité qu'un léger poids dans la balance aussi bien mondiale que japonaise. Donc, à titre d'exemple, les vols intérieurs ne représentent que 1% des émissions totales de CO2 du Japon, alors qu'Internet pèse 1,5 fois plus que le trafic aérien mondial. Donc, ce secteur demeure néanmoins ciblé par le plan de décarbonisation du gouvernement japonais, avec de nombreux projets, dont par exemple l'hybridation des appareils aériens, qui permettrait aux avions de basculer sur un roulage électrique une fois sur le tarmac, ce qu'on appelle le e-taxiing. Et tout ça sans avoir à utiliser le moteur principal qui fonctionne au kérosène. Également, un autre axe, la transition vers une motorisation à l'hydrogène, plus propre en CO2. Le développement des biocarburants. Donc, il y a une société japonaise nommée Euglena qui effectue des recherches depuis plusieurs années sur les micro-algues, qui sont un matériau qui produit depuis 2020 des carburants pour les bus et très prochainement, dès que les standards législatifs seront atteints, pour les avions. La compagnie aérienne ANA
qui est la première compagnie du Japon, a d'ailleurs signé un partenariat fin 2018 afin de pouvoir exploiter ce biocarburant dont l'utilisation, dès que l'utilisation sera rendue possible. Dans la sphère privée, les deux compagnies aériennes majeures du pays, qui sont JAL et ANA, dévoilent sur leur site internet leur engagement. Donc avec des résultats et puis également leur rôle au sein de la décarbonisation. Pour JAL, dans un premier temps, donc, ils sont en train de travailler sur des réductions majeures d'émissions de CO2 déjà pour l'année 2019. Et ils ont ça a été effectué lors de 3 phases. Donc en termes de maintenance, ils ont fait une réduction de 20 000 tonnes, également donc, grâce au recyclage de l'eau utilisée et du nettoyage des réacteurs. Première action. Deuxième action, au niveau du décollage, avec une réduction de 9 600 tonnes, en accélérant de manière anticipée au décollage sur le tarmac, et ce qui permet une réduction de la résistance à l'air et donc une diminution de la consommation. Troisième axe, la descente de l'appareil. Donc là, 37 900 tonnes de réduction, avec une ouverture retardée des trains d'atterrissage, mais également des opérations de descente qu'on appelle continuées, donc comme c'est indiqué sur le schéma que vous voyez sur l'écran à votre gauche. Côté d'ANA, donc l'autre compagnie aérienne japonaise, enfin majeure en tout cas, d'autres mesures ont été prises dans la même optique de décarbonisation, donc telles que la réduction du poids des sièges de cabine, Safran étant d'ailleurs un acteur majeur dans ce domaine, mais également la réduction de la quantité d'eau potable embarquée et le recyclage une fois que l'avion est à l'aéroport de Tokyo Haneda. Le dernier axe de leur action chez ANA, réduction du poids des objets à bord, donc tels que les manuels d'inscription qui sont notamment digitalisés depuis cette année. Donc toutes ces mesures innovantes donc produites spontanément par cette sphère privée d'entreprise ont permis non seulement de réduire le bilan carbone des entreprises en question, mais surtout d'abaisser le niveau de consommation de kérosène. Donc ce sont des innovations aussi bien écologiques qu'économiques. En ce qui concerne une nouveauté donc, sur l'aéronautique, donc nous avons un marché au niveau des drones avec de nombreuses sociétés qui se sont mises sur le domaine. Donc, dans ces sociétés, nous avons par exemple Kawasaki Heavy Industry, qui est un des faiseurs majeurs. Donc, ils ont lancé le vol opérationnel en octobre d'un hélicoptère inhabité qui s'appelle le K-Racer, qui dispose d'un moteur avec un rotor de diamètre de 4 mètres. Et le développement de ces hélicoptères inhabités est une stratégie à la base militaire sur laquelle le Japon mise actuellement, mais également sur le long terme. Donc, le test vol réussi en mai d'un drone hybride utilisant ces 8 hélices de puissance donc, autour de 3 moteurs, donc, qui sont les moteurs assez célèbres des motos Ninja ZX105 du fabricant. Donc, on voit qu'il y a une mutualisation pour accélérer la décarbonisation dans les différents secteurs d'activité. Donc, la taille de ce drone est de 7 mètres sur 5. Il a la possibilité de charger 200 kg et a une portée de 100 km. Donc, Kawasaki entend faire de ce drone une camionnette volante. En effet, donc, en dehors de l'aviation militaire, le marché des drones de service, pour la logistique particulièrement, donc, dans les années à venir, est en plein essor au Japon. L'industrie aéronautique japonaise est ainsi, malgré la crise de 2020, un terrain d'opportunité important pour le présent, mais également jusqu'à la réalisation des objectifs qui sont fixés jusqu'à 2050. Donc, les entreprises françaises innovantes sur son domaine sont bien évidemment accueillies à bras ouverts par les industriels japonais et par le gouvernement.
concernant l'agriculture, elle ne représente que 2% des émissions de carbone du Japon. Néanmoins, ce secteur offre, de par sa nature, des solutions à la stratégie de dépollution du gouvernement. Le Japon entend, par exemple, pour 2030, mieux maîtriser sa consommation d'eau pour 2 raisons. Dans un premier temps, le gouvernement prévoit une potentielle pénurie d'eau d'ici 10 ans. Et deuxièmement, le Japon souhaite éviter au maximum le rejet des eaux usées qui peuvent faire courir à terme un risque sanitaire. Le Japon utilise ainsi de plus en plus pour ce faire une méthode d'origine israélienne, celle de la fertigation. La fertigation est un mot valise formé sur fertilisation et irrigation. Elle consiste en une technique permettant d'appliquer des éléments fertilisants solubles directement par l'intermédiaire d'un système d'irrigation, comme on peut voir à la page suivante. Ainsi, les rendements peuvent être mieux maîtrisés et moins de volume d'eau gaspillé, notamment pour les agriculteurs débutants ou moins expérimentés, pour lesquels le ministère de l'Agriculture japonais encourage fortement à utiliser le système. Le Japon développe en parallèle son agriculture biologique. Celle-ci a néanmoins du mal à se mettre en place à cause du manque de main-d'œuvre actuelle qui est grandissant. La robotique est ainsi vue comme un moyen de pallier ce problème. C'est ce que le gouvernement appelle la Smart Agriculture. Ce dernier entend utiliser différents moyens pour accélérer la mise en place du bio, des satellites par exemple, qui permettent d'organiser des données de localisation pour les opérations de haute précision, qui sont menées par exemple par des machines autopilotées, comme des tracteurs et des transplanteurs de riz, mais encore, comme nous l'avons évoqué juste avant, les drones qui pourraient surveiller les pousses, mais aussi pulvériser des produits, cette fois-ci pour l'agriculture traitée. Dans le secteur de l'agriculture, le Japon a ainsi de nombreux besoins en robotisation, en informatique, mais aussi en installation technique pour subvenir à ses besoins de fertigation, de développement du bio et de maîtrise de sa consommation d'eau d'ici 2030. Focus maintenant sur la mobilité. Donc, le secteur des transports et de la mobilité représente aujourd'hui 20% des émissions de CO2 totales au Japon. Donc, à noter qu'une réduction des émissions de CO2 de 15% a déjà été effectuée entre 2013 et 2018. Ce secteur est donc privilégié par le gouvernement japonais dans sa voie vers la décarbonisation. Un premier axe, bien évidemment, le transport terrestre avec l'automobile. Donc, il y a des mesures phares qui ont été annoncées pour le moyen terme. Au nombre de 3757 pour être exact, pour l'année 2020, le Japon souhaite voir ses routes dès 2025 avec 200 000 véhicules à hydrogène. Donc, un énorme gap à combler rapidement. L'impopularité de ces véhicules était jusqu'à maintenant, à l'instar des véhicules électriques, liée au manque de stations de recharge à travers le pays, comme c'est déjà aussi le cas également en Europe. Néanmoins, le gouvernement a largement investi dans ce qu'ils appellent les Hydrogen Highway, donc l'autoroute de l'hydrogène, avec un réseau de stations qui passe de 80 en 2016 à 135 à la fin de l'année 2020. Donc, l'objectif est d'atteindre 320 stations pour 2025. Donc, encore un step supplémentaire. Actuellement, toutes les stations hydrogène sont subventionnées au Japon. Et à horizon 2030, l'interdiction de la vente de véhicules thermiques neufs a également été annoncée. Donc, la vente de véhicules hybrides et électriques n'est plus aussi encouragée et elle sera à terme forcée. La ville de Tokyo, qui prend énormément d'avance puisque sa gouverneure a indiqué vouloir interdire dès 2030 les véhicules thermiques pour la capitale. Voilà pour le domaine de l'automobile. Maintenant, passons sur le transport maritime. Donc, il joue un rôle important dans le domaine de la décarbonisation au Japon. Donc, en effet, le ministre de l'Industrie japonais a annoncé souhaiter créer d'ici 2030 une chaîne d'approvisionnement commercial en hydrogène. Le gouvernement va ainsi accélérer les développements technologiques pour soutenir l'extension du système de transport hydrogène par voie maritime avec l'utilisation de navires adaptés. Donc, Kawasaki Heavy Technology
a à ce titre lancé une exclusivité mondiale en décembre 2019 avec le premier transporteur d'hydrogène liquéfié qui s'appelle le Suiso Frontier. À terme, le Japon voudrait inclure dans cette chaîne d'approvisionnement des navires à moteur électrique ou fonctionnant à l'hydrogène. Encore une fois, l'hydrogène est un terrain d'investissement bénéfique pour les entreprises françaises du transport. Un autre domaine, une entreprise imminente au Japon, Toyota, a lancé le projet CASE. Donc, dans sa stratégie, ça vise à anticiper les besoins de la société et du monde de demain en termes de connectivité, d'environnement et de confort de vie. Donc, au cours de l'année 2020, le géant japonais a fréquemment établi des partenariats avec d'autres entreprises qui sont aussi pour la plupart internationales, afin de développer l'utilisation de l'hydrogène au Japon. En août, Toyota et Honda ont ainsi annoncé vouloir travailler sur le projet de Moving E, donc un bus à pile à combustible qui peut transporter une grande quantité d'hydrogène, mais également des dispositifs de sortie d'alimentation externe et des batteries portables qui permettent d'être utilisées comme une station de rechargement mobile. En octobre, Toyota, Hitachi et JR East, qui est la société japonaise ferroviaire numéro 1, ont établi un accord afin de développer conjointement de nouveaux trains hybrides utilisant des piles à combustion et dans le même temps des accumulateurs électriques. Le train est en effet un enjeu majeur de la décarbonisation. C'est en effet le moyen de transport le plus largement favorisé par les Japonais. Donc pour une population à peu près de 126 millions d'habitants, le Japon comptait 25 milliards de passagers dans ces trains dans l'année 2018. Pour finir, les exemples de collaboration sont multiples et de grandes entreprises comme Toyota sont ainsi prêtes à co-développer de nouveaux projets dans le domaine de la connectivité pour aller vers le neutre ou le faible carbone. Donc, les entreprises étrangères sont aussi encouragées dans ce type de partenariat. Concernant la santé, donc en 2015, l'empreinte carbone des soins de santé représentait 5,2% des émissions totales du Japon. Un secteur dont les émissions sont à la hausse, contrairement aux plus importants domaines de l'énergie ou encore de la mobilité. 3 méthodes ont été ainsi identifiées pour éviter la croissance des émissions. Premièrement, favoriser la prévention médicale. Les Japonais effectuent annuellement des bilans de santé, majoritairement sur ordre de leur employeur, alors que le gouvernement estime que l'autodiagnostic et l'automédication pourraient, si davantage développés, faire largement diminuer cette habitude, coûteuse économiquement et écologiquement. L'automédication est en effet, comme l'appuie le graphique présent sur la gauche de l'écran, la part la plus faible en émissions de CO2 dans le secteur de la santé au Japon. Dans un deuxième temps, développer des régimes alimentaires plus sains, moins de viande, moins de calories excessives. Le végétarianisme est très peu répandu au Japon et les légumes coûtent plus cher qu'en France. Il n'est donc pas rare pour les citadins particulièrement d'aller puiser les apports nutritionnels nécessaires, protéines, vitamines, dans les viandes comme le poulet ou le porc, populaires au Japon. Et plus simplement, encourager encore davantage la marche à pied ou le transport à vélo plutôt que l'automobile, ce qui, en plus de maintenir les citoyens en bonne santé, limite l'impact en CO2 sur l'environnement. Malgré son faible poids dans les émissions totales du Japon, comme nous l'avons vu, le secteur de la santé s'implique et se mobilise activement dans la stratégie de décarbonisation du Japon. En témoigne le géant japonais de l'industrie, Takeda Pharmaceutical, qui emploie plus de 49 000 personnes à travers le monde, qui a annoncé en janvier 2021 avoir atteint la neutralité carbone dans sa chaîne de valeur depuis mars 2020, donc sur l'ensemble de l'année fiscale 2019-2020. Son engagement est motivé par l'impact sur la santé que peut avoir à terme le réchauffement climatique. Il est donc pour les acteurs de la santé au Japon, plus que pour tout autre, important d'anticiper son urgence, qui constitue pléthore d'opportunités. Donc, passons maintenant au digital. Donc, malgré son poids en CO2, comme on l'a indiqué tout à l'heure, Internet représentant 1,5 fois le trafic aérien mondial, le digital apparaît comme un soutien à la stratégie de la décarbonisation.
Donc, grâce à des solutions innovantes qui sont présentes sur le marché, de nombreux acteurs, dans de nombreux secteurs, dont ceux qu'on vous a présentés jusque-là, parviennent à amplifier leur progression vers un bilan carbone neutre. Les innovations du digital leur permettent également de répondre à de nombreuses problématiques, telles que le manque de main-d'œuvre en agriculture ou encore la réduction des coûts des soins de santé. Donc, au Japon, encore plus qu'ailleurs en Asie, et même dans le monde, la digitalisation est liée à la refonte de l'architecture de la société. En même temps que l'annonce d'objectifs de neutralité carbone, le Premier ministre japonais a indiqué vouloir accélérer la digitalisation du pays, notamment à travers l'organisation des institutions publiques. Donc, l'axe digital est un des principaux piliers des Suganomics. Cette mouvance est héritée de son prédécesseur, Shinzo Abe, qui avait lancé au Japon la voie de la société 5.0. Donc, l'idée est de s'appuyer sur de nouvelles technologies, telles que l'intelligence artificielle, les biotechnologies, l'informatique quantique, le cloud computing, afin de fonder une société plus verte, axée autour de l'humain et optimisant le confort de vie. Le Japon a en effet perdu la main en Asie face à ses voisins comme Hong Kong, Taïwan, la Chine sur le marché du digital. Mais il entend au jour d'aujourd'hui reprendre sa place de leader. Le Japon effectue ainsi de nombreux investissements dans ce sens depuis plusieurs années. Et s'en témoigne la commercialisation effective de la 5G depuis mars 2020. De très nombreuses opportunités sont à saisir dans ce domaine pour les entreprises françaises. Nous allons vous présenter maintenant deux exemples de réussite au Japon. Donc Energy Pool, qui est une société française d'origine savoyarde qui possède une filiale au Japon depuis 2014. Donc ce rôle est d'observer à distance la consommation électrique de ses clients et de la moduler, donc notamment lorsqu'elle devient trop importante. L'idée étant de réduire les consommations, bien sûr, énergétiques, mais également les émissions de CO2. Deuxième exemple, Rakuten, qui est le géant de l'Internet au Japon, a mis en place une méthode d'exploitation de la 5G qui est pionnière. Donc, grâce au cloud computing et aux installations 4G déjà en place, Rakuten arrive à émuler le réseau 5G et à le mettre à disposition de tout le territoire japonais. Donc, cette méthode a vocation à s'étendre, l'Inde ayant donné son accord en janvier, très récemment, pour couvrir son territoire avec ce cloud. Donc, le marché du digital japonais a un besoin prononcé de ce genre de solutions et de tendances politiques économiques qui facilitent aujourd'hui l'importation de ces solutions au Japon. Le pays apparaît comme un des marchés où la projection à long terme, à 2050, est possible et est même très encouragée pour les investisseurs étrangers. Donc, le Japon se repose sur l'exploitation également des big data pour améliorer ses consommations énergétiques et réduire ses émissions de CO2. Nous allons maintenant passer la parole à l'ADEME qui va vous présenter ses actions entre le Japon et la France. Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup Ophélia et Léo ainsi que Stéphane pour toutes ces informations sur le Japon. Donc, je me présente, je suis Olivier Chazal, je travaille à l'ADEME, donc à la direction des entreprises et transition industrielle, et je suis responsable du Club ADEME International, qui est un réseau de 140 PME françaises que nous accompagnons à l'étranger. La prochaine slide, s'il vous plaît. Rapidement, pour vous dire pourquoi l'ADEME et le Japon. Donc, l'ADEME, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. On existe depuis bientôt 30 ans et nous sommes l'agence qui met en œuvre les politiques publiques françaises en termes de climat et d'énergie au travers de différents partenariats avec des collectivités locales, des entreprises et des citoyens. Next.
Donc voilà, rapidement, nos missions sont de promouvoir une nouvelle façon de consommer, de promouvoir également d'accélérer la transition énergétique, donc pour avoir un modèle plus sobre, plus propre, plus efficient aussi, avec moins de pollution et en poussant le secteur économique et la création d'emplois. Également, nous travaillons aussi sur un côté de prospective qui est de réfléchir à des scénarios d'ici à 2030-2050 pour comment la société pourra faire face aux problématiques de changement climatique et en réfléchissant plus largement à des actions qui vont nous permettre d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Prochaine slide. Donc rapidement, on couvre de nombreux sujets en lien avec la transition énergétique. Là, on nous a mis un petit peu, j'ai mis les différents indicateurs des objectifs de développement durable sur lesquels nous sommes présents. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voilà, couvre un très large spectre dans ces ODD qui vont nous permettre surtout d'échanger aussi avec des partenariats internationaux. Next. On passe là encore, Ophélia, on va passer directement sur celle avec l'ANEDO. Donc pourquoi l'ADEME et le Japon? L'ADEME et le Japon, c'est une très longue histoire, une histoire qui a quasiment 30 ans, parce que à l'origine, l'ADEME est la fusion de 3 agences qui sont l'Agence de l'énergie, l'Agence des déchets et l'Agence de la qualité de l'air. Et l'Agence de l'énergie avait une coopération très importante avec le Japon dans les années 80-90 sur le développement de l'efficacité énergétique, des énergies renouvelables. Et ce partenariat a perduré avec l'ANEDO. Donc, tous les ans, l'ADEME et l'ANEDO se rencontrent véritablement pour échanger autour des questions d'innovation dans le domaine de la transition énergétique, d'innovation dans les méthodes, dans les outils technologiques qui nous permettent de pouvoir aussi faire la promotion de solutions portées par des entreprises françaises. Donc, ce qui pour nous est véritablement essentiel, puisque l'ADEME, dans son rôle d'agence de l'environnement, va financer un grand nombre d'acteurs français dans le domaine des éco-innovations. Vous avez parlé d'Energy Pool, mais également, je pense à des sociétés comme Naskeo Environnement qui sont présentes sur la méthanisation au Japon, ou encore des projets beaucoup plus récents sur des sujets tout à fait majeurs comme l'éolien offshore flottant avec la société Ideol, avec qui nous sommes en relation de manière très importante. Cette relation avec le Japon, donc ces rencontres que nous organisons tous les ans, une année en France, une année au Japon, portent véritablement sur les sujets d'innovation. Je vais vous citer l'année dernière, nous avons travaillé très largement avec l'ANEDO sur la question de l'hydrogène. C'était un des fils conducteurs des différentes présentations qui ont été faites, et c'est un sujet à la mode dans le domaine de la transition énergétique. Sachez simplement que dans le cadre du plan de relance français de 100 milliards d'euros qui est consacré à la relance post-Covid-19, plus de 7 milliards va être consacré au développement de cette nouvelle technologie, avec des acteurs industriels majeurs comme Air Liquide, EDF, Engie, mais aussi des startups, des PME de moindre importance qui se positionnent sur des blocs de développement technologique et dont l'ADEME apporte de nombreux financements, de nombreux outils méthodologiques et cela aussi dans d'autres domaines. En tout cas, les échanges avec le Japon qui ont eu lieu en fin d'année dernière sur cette thématique, donc la délégation japonaise est venue en France, ce qui va faire qu'en 2021, il y aura une délégation ADEME qui se rendra au Japon pour échanger sur des sujets aujourd'hui, notamment en lien avec la transition énergétique. Merci beaucoup. On va passer à la prochaine slide. Donc voilà, l'année prochaine, nous allons fêter aussi nos 30 ans d'échange cette année, on va fêter nos 30 ans d'échange avec l'ANEDO autour d'un séminaire qui sera organisé en fin d'année. L'idée de cette année, c'est de pousser notamment les sujets en lien avec l'éolien offshore, mais aussi des sujets en lien avec l'efficacité énergétique, ce qui va me permettre de faire le lien avec ma dernière intervention, ma dernière slide.
Alors, hop, ça, c'était le séminaire de l'année dernière. Vous voyez un petit peu les sujets. Donc, en fin d'année, juste avant-dernière slide, merci. Alors, l'ADEME cette année sera présente sur une délégation assez majeure au Japon en fin d'année, puisque nous allons être présents aussi sur un événement qui s'appelle le sommet Woodrise sur la construction en bois, qui est un sommet international qui est organisé depuis 2017 avec des acteurs français, canadiens et japonais. Donc, côté japonais, c'est l'Association for the Industry and Building and Housing, donc JIBH, qui est notre partenaire. L'idée, c'est de venir avec une délégation majeure et notamment avec la Solideo, qui est l'organisme de livraison des ouvrages olympiques, puisque la question de la construction en bois est une donnée majeure pour la France et notamment pour les Jeux olympiques. Et le Japon a une expertise assez importante dans le domaine. Et donc, l'idée, c'est de nouer des partenariats entre entreprises françaises et entreprises japonaises à cette occasion. Et puis également, nous serons également présents autour d'un sujet qui est le sujet du climat. Comme vous le savez, comme l'a introduit tout à l'heure Stéphane, il y a 10 ans, c'était Fukushima. Il y a également l'accord de Paris qui a eu lieu en 2015. Donc, le Japon est un des pays qui doit voir son mix énergétique évoluer vers plus de décarbonation. On a vu que la part du pétrole et du charbon est encore très importante. Et donc, l'idée est d'organiser des séminaires avec les acteurs économiques japonais pour leur permettre de se doter d'outils de notation extra-financiers qui vont leur permettre de comprendre quelles sont les stratégies à mener pour respecter l'accord de Paris. Et donc, à cette occasion, le président de l'ADEME, qui est Arnaud Leroy, fera le déplacement au Japon donc en octobre 2021, donc deuxième quinzaine d'octobre, pour à la fois intervenir lors du sommet Woodrise, mais aussi sur le sommet ACT, qui est en cours de préparation avec les collègues de l'ambassade de France, Business France, et puis pourquoi pas la Chambre de commerce. On en discutera avec Ophélia et ses équipes prochainement. Donc pour nous, pour conclure, donc, pour l'ADEME, le Japon est un pays qui est aujourd'hui majeur dans nos relations internationales. Nous évoquons de nombreux sujets autour de l'innovation. Sachez que pour vous, entreprises françaises ou acteurs français, on peut se faire un relais vis-à-vis de ces partenaires, vous intégrer dans ces séminaires que nous organisons et surtout faire la promotion de vos technologies. Voilà, je vais citer quelques exemples d'entreprises françaises qui se sont installées suite ou qui ont développé du business suite à ces différents échanges avec l'ANEDO. Et pour terminer, juste un point important, sachez également que nous disposons aujourd'hui d'un outil d'investissement en infrastructure qui s'appelle ADEME Investissement. Il y a eu un premier deal au Japon avec Ideol sur des fermes éoliennes flottantes. Donc pour tous les projets d'infrastructure innovants, nous avons aussi les moyens de nous accompagner financièrement sur la destination japonaise. Et voilà, je reste à votre disposition pour échanger si vous avez plus de questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Olivier, pour cette présentation très riche. On voit que les institutions françaises, mais également européennes, ainsi que les acteurs locaux au Japon, accompagnent les entreprises, entre autres françaises, dans leur déploiement. Je compléterai également par vous dire qu'on a une autre belle société dans l'éolien qui s'appelle Naval Energy, qui est également domiciliée à la CCI France-Japon et qui sa réussite et son décollage de façon très forte sur la zone japonaise. J'en profite maintenant pour vous présenter les différentes actions. Donc, la CCI a mis en place, accompagné de partenaires, donc un programme sectoriel qui est principalement orienté justement sur 2050. Donc, nous avons autour de 10 secteurs comme l'aéronautique, l'espace, l'énergie, la mobilité, food and beverage, la santé, l'innovation, le digital. Et en point d'orgue, le 2050, on a un sommet, un business summit, qui réunira entre 500 et 1000 personnes autour de la neutralité carbone, donc des entreprises françaises et japonaises. Donc, nous accompagnons à travers tous ces différents secteurs les entreprises françaises dans un programme suivi sur toute l'année, donc qui va de l'information. Donc, on aura des webinaires pour chacun des secteurs,
en essayant d'approfondir l'aéronautique un peu plus, la mobilité. On a aujourd'hui fait un panorama relativement global. Et ensuite, nous accompagnons les entreprises françaises pour qu'elles, dans leur cadre de leur prospection, donc pour avoir des rendez-vous d'affaires avec les prospects japonais. On développe également sur de la représentation commerciale, du sourcing, et on a toutes les opérations de suivi pour que vous puissiez concrétiser et donc aller tirer des commandes dans ce domaine. Donc, il y aura des informations qui se feront régulièrement sur les réseaux sociaux et également sur notre site Internet. Voilà, nous allons maintenant passer à la série des questions-réponses. Donc, nous avons dans le chat une question donc, qui est pour Olivier. Donc, l'ADEME traite également des questions comme le commerce équitable. Sur votre site, plusieurs labels sont mentionnés et donc sont-ils portés à l'IRAD? Ah non, à l'étranger, pardon. Voilà, c'est ça. À l'étranger, par exemple. Alors, merci beaucoup pour cette question. Donc, pour l'ADEME, la question du commerce équitable fait partie de notre grand sujet sur les consommations responsables. Donc, comment mieux consommer, comment consommer de manière plus locale, plus durable. Et c'est pour cela que nous avons travaillé donc déjà d'abord sur le côté franco-français avec un certain nombre de labels qui ont été mis en œuvre et poussés par l'ADEME. Aujourd'hui, à l'international, c'est un sujet qu'on traite un petit peu moins puisque souvent sont liés à des problématiques locales avec des réglementations locales qui sont légèrement différentes. Toutefois, on est toujours preneur, nous, de retours et d'idées sur lesquelles on peut se positionner, notamment pour nous sur les questions d'économie circulaire plus largement. C'est-à-dire, voilà, si on consomme de manière plus équitable, si on intègre des critères sociaux importants dans le choix des objets de labellisation qui peuvent être faits, alors oui, ça va nous intéresser. Et simplement, maintenant, il faut mobiliser aussi nos partenaires autour de ces sujets. Je sais que dans d'autres pays, notamment les pays du Maghreb ou les pays d'Afrique de l'Ouest, c'est un sujet que nous abordons régulièrement, beaucoup moins aujourd'hui avec le Japon, mais ça pourrait être un sujet à traiter par la suite avec l'ANEDO ou avec d'autres partenaires qui pourraient se mobiliser et nous contacter à cette occasion. En tout cas, je suis à la disposition de Mme Jamep si jamais elle souhaite avoir plus d'informations sur ce que l'on fait côté ADEME. Merci beaucoup. Alors, on n'a pas d'autres questions pour l'instant. Est-ce que vous avez dans l'audience des questions à poser? C'est le moment. On est à votre disposition. Alors, j'ai vu apparaître une question, mais qui a ensuite été rejetée, enfin pas rejetée, mais qui a disparu. Ou alors elle est dans les discussions. Non. Alors, est-ce que la personne qui a posé la question peut la reposer dans le cadre du question-réponse qui est à l'intérieur sur le format webinaire? Ah, voilà, c'est bon, elle vient d'apparaître. Donc, le gouvernement japonais a récemment mis en place un nouveau ministère sur le digital. Avez-vous identifié des programmes spécifiques ou des priorités de ce ministère en lien avec l'objectif de neutralité carbone? Alors, qui souhaite répondre à cette question? Je peux peut-être commenter sur ce sujet. Alors, je ne connais pas forcément très bien ce ministère sur le digital. Par contre, ce qui est clair, c'est que les acteurs japonais du secteur du numérique se mobilisent de plus en plus sur les questions de décarbonation. Il y a deux grands opérateurs téléphoniques au Japon. NTT, qui est un peu l'équivalent d'Orange en France, qui est l'opérateur historique qui a été privatisé, et SoftBank, qui est l'opérateur privé qui a émergé
Et donc, ces deux-là dominent le marché. Le PDG de SoftBank, c'est un peu le Elon Musk japonais, c'est-à-dire qu'il investit dans des sujets qui lui tiennent à cœur, qui ne sont pas forcément son cœur de métier, mais qui représentent des innovations structurantes. Et dès le moment de Fukushima, donc il y a 10 ans, il a décidé de créer un institut au Japon qui s'appelle le Renewable Energy Institute, avec l'idée de créer un contre-pouvoir au gouvernement pour et une caisse de résonance sur les sujets des énergies renouvelables. Et cet institut est devenu en 10 ans l'organisme le plus visible, celui qui est le plus je dirais, capable d'avoir une influence sur le gouvernement en matière d'énergie renouvelable. Cet institut a organisé hier son événement annuel, également la veille des 10 ans de Fukushima, avec bien qu'il critique ouvertement le gouvernement, la participation du ministre de l'Environnement, Shinjiro Koizumi, et la participation du ministre en charge des réformes, donc au nouveau ministère qui a été créé également en octobre dernier, Taro Kono, donc 2 ministres qui sont de grands partisans d'un engagement plus fort du Japon pour le climat et les énergies renouvelables. Donc ce PDG de SoftBank a eu cette action par ce biais-là. Je citais également NTT, qui donc est l'opérateur historique, qui lui a une approche un peu plus traditionnelle, je dirais, du sujet, et qui a annoncé il y a quelques mois, dans la vague d'annonces que j'évoquais tout à l'heure dans ma présentation, qui ont suivi l'annonce du Premier ministre du traité carbone en octobre, NTT, peu après, a annoncé une nouvelle priorité de sa stratégie commerciale industrielle sur la neutralité carbone, avec l'idée d'utiliser toutes les infrastructures dont dispose NTT, donc les réseaux très capillaires sur les territoires, les centraux téléphoniques, les véhicules également, NTT, pour accompagner la décarbonisation dans les territoires, dans les villes, dans les préfectures japonaises, donc avec des nouveaux services qui vont être proposés par NTT en utilisant son patrimoine pour accompagner la décarbonisation. Donc on a vraiment ce mouvement qui est lancé et qui est accompagné par les acteurs du secteur. Sur le ministère du numérique, je ne connais pas bien le sujet. Par contre, je viens d'évoquer le ministère de la Réforme. C'est également un sujet important, un nouveau ministère créé il y a quelques mois, avec à sa tête donc, Taro Kono, qui a été précédemment ministre de la Défense et encore avant ministre des Affaires étrangères. Et lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères, il y a 3 ans, il a mené une croisade pendant 1 an au sein du gouvernement pour qu'on parle davantage de climat, d'énergie renouvelable. Il a critiqué ouvertement ses collègues d'autres ministères dans des événements, quand le Japon était très mauvais sur les énergies renouvelables. Et il est donc maintenant en poste sur ce ministère de la Réforme, qui est une mission transversale, en fait, qui est de transformer le Japon, d'accompagner toutes les réformes dont le Japon a besoin. Il y a 2 sujets principaux qui sont remontés lorsque la presse a interviewé les entreprises sur les attentes par rapport à ce nouveau ministère. Le premier sujet, c'était la numérisation des procédures administratives, et le deuxième sujet, c'était libérer les énergies renouvelables. Donc, on est vraiment sur des sujets qui sont très proches, sur lesquels ce ministre, Taro Kono, a sans doute beaucoup de choses à faire. Il est convaincu qu'il y a des choses à faire, et il est maintenant soutenu par le Premier ministre, ce qui était moins le cas lorsqu'il était aux Affaires étrangères il y a 3 ans sous Shinzo Abe. Merci beaucoup Stéphane pour ton éclairage. Nous allons maintenant devoir vous laisser puisque le temps en partie d'1 heure de webinaire arrive à sa fin. On était ravis de vous accueillir. Merci aux speakers pour la qualité de leurs interventions. J'ai mis dans le chat l'adresse email CCIFJ si vous souhaitez poser des questions complémentaires. On les reroutera aux différents intervenants. Donc n'hésitez pas à nous contacter. En vous souhaitant une très bonne journée. À bientôt.